Et donc les gens aujourd'hui ne veulent pas de transparence dans notre pays parce qu'aujourd'hui la Guinée est pillée, elle est littéralement pillée, elle est à la merci, pas de tous les lignées parce que certaines lignées sont bien, donc je fais la nuance, mais elle est à la merci de certains, et c'est avec la complicité des cadres guinéens. Donc ça, il faut que les Guinéens sachent, et moi je vous dis, ce gouvernement doit être destitué. Je ne pense pas que ce gouvernement doit rester jusqu'à 2020. Je le dis haut et fort parce qu'on est en train de piller littéralement notre pays et que les gens qui viendront après auront des problèmes à déminer tout ce qu'ils sont en train de faire. Voilà ce que j'avais à dire. Merci Madame Dubaltier. Je vais passer la parole à un autre acteur politique de premier plan en Guinée et pour la Guinée, et qui plus est ici même via Bruxelles en Belgique. Donc je pense que c'est une chance pour tout un chacun ou pour la communauté ici de l'approcher et de discuter avec lui parce que vraiment pour nous c'est un homme de conviction. Je vais passer la parole à M. Barry Modisori qui est acteur politique et qui vit en Belgique. Vous allez me permettre de me déplacer pour me détendre un peu. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وسلم. السلام عليكم جماعة المسلمين والمسلمات. Je me nomme Modisori Barry. J'ai été baptisé Ibrahima Sori Barry, éduqué Sori Barry, et on m'appelle en famille et chez les amis Modisori. Je suis ingénieur des mines, la promotion de Seydou Dario Diallo, et master en économie minérale de l'université de Michigan depuis 1995. J'ai servi d'abord à Fria, l'usine sur laquelle a porté ma thèse de mémoire de fin d'études supérieures en mine, avant de rejoindre Aredor, où j'ai servi pendant 8 ans, 8 années au cours desquelles j'ai servi aussi bien dans la prospection au niveau de la production. Je manipulais près de 550 000 carats de diamants à 85% de joaillerie. Je m'occupais du triage, de la classification, de l'emballage, de la mise au coffre et de l'emballage pour l'expédition. Je touchais un salaire d'environ 300 $, alors que les blancs qui étaient sous mon contrôle touchaient entre 6 et 7 000 $. J'étais victime de la politique des bas salaires que pratiquait la Guinée pour attirer les investisseurs. Je n'avais aucun problème avec. Si seulement si les sacrifices que j'avais menés avaient servi à grand chose, si les revenus issus de cette exploitation minière avaient été bien gérés au bénéfice du peuple de Guinée tout entier. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Et au moment où je suivais un plan de carrière d'1 an et demi pour devenir le directeur général de la société Aredor, j'ai été victime de conspiration au plus haut niveau de l'État pour être extirpé des rangs de cette société qui pourtant tenait en moi pour africaniser le poste de directeur général, pour être abandonné comme un simple débutant à la direction des mines à Conakry. On m'a collé l'étiquette de cadre incontournable et incorruptible, en disant à côté à ne pas approcher. Si tu le mets à côté de toi, tu es foutu, tu ne pourras plus rien régler. On m'a cru abattu à jamais, mais j'ai fait mon rebond en prenant le chemin de l'école. Je voulais, n'est-ce pas, pallier à mes insuffisances en sciences économiques, puisque le côté technique était acquis. Donc je me suis inscrit au centre de perfectionnement en gestion de Donka, où j'ai passé 3 mois. Au 4e mois, j'ai passé un test Algo Mining pour une bourse d'études post-universitaires aux États-Unis, où j'ai obtenu un master en économie minérale et en gestion des entreprises de Michigan Technological University en 1995. J'étais sollicité par 3 sociétés avec des salaires très sucrés,
mais je leur ai dit que mon pays était fortement minier et que tout était à commencer en Guinée. Malgré la conspiration dont j'ai été victime avant d'aller aux États-Unis, je suis parti avec à cœur de chercher à comprendre pourquoi la République de Guinée, en dépit de l'immensité de nos richesses minières, la bauxite en particulier, pourquoi la Guinée était reléguée au rang de simple exportateur de bauxite brut, qui ne nous rapportait rien. Parce que nous vendions 4 tonnes de bauxite à environ $80, et ces 4 tonnes de bauxite transformées à l'étranger donnaient 1 tonne d'aluminium, qui était vendue, elle, à $2000. Donc les $1920 étaient un revenu qui était perçu à l'extérieur du pays. Nous perdions la valeur ajoutée, liée donc à la transformation ultérieure de nos richesses. Nous perdions l'opportunité de développer le tissu industriel dans notre pays avec la mise en place des raffineries d'alumine, des fonderies d'aluminium et de toutes les sociétés annexes, n'est-ce pas, qui devraient servir des produits, des inputs à ces raffineries et à ces industries. Donc, malgré tout, puisque j'avais ça à cœur, j'ai décidé de travailler pour trouver une réponse à cette question épineuse. Je me suis dit, avec la présence en Guinée d'un potentiel énergétique incomparable dans la sous-région, la présence des gisements de bauxite dans Bofa, Bokeh, les meilleurs au monde, avec la meilleure teneur en alumine et en silice, jusqu'à 65% de teneur d'alumine avec moins de 2% de teneur en silice, les deux éléments fondamentaux pour favoriser l'extraction de l'alumine. Pourquoi alors nous n'avions pas pu intégrer en Guinée, n'est-ce pas, l'industrie extractive de la bauxite, la raffinerie en alumine et la fonderie en aluminium? J'ai donc pris comme thème de thèse d'études post-universitaires l'étude de faisabilité de l'industrie de l'aluminium en Guinée. J'ai comparé la Guinée, les États-Unis, le Canada et le Ghana, qui sont les pays où la bauxite extraite à Sangarédji, en Guinée, passait pour être transformée en aluminium avant d'être envoyée sur les marchés internationaux. Je ne reviendrai pas sur les détails, mais j'ai pu, au terme de mon étude, qui a été hautement appréciée par les multinationales de l'alumine et de l'aluminium, en l'occurrence Alcoa et Alcan, n'est-ce pas, j'ai pu établir que la Guinée était nettement plus compétitive que les États-Unis, le Canada et le Ghana. Alors, j'étais heureux de reprendre mon vol le lendemain de ma soutenance, malgré les opportunités d'emploi qui s'étaient présentées aux États-Unis. D'abord au Nevada, ensuite au Mexique, ensuite en Australie. Je leur ai dit que la Guinée était un pays fortement minier et que je préférais rentrer pour mettre ma petite expérience au service de mon pays. Et que si l'atmosphère était favorable en Guinée, j'allais leur faire appel pour que nous commencions à travailler en Guinée. Je suis rentré donc très heureux d'emporter avec moi dans mes valises une étude de faisabilité et prêt à susciter la transformation en place dans notre pays pour les avantages que j'ai énumérés plus haut. Malheureusement, j'ai retrouvé à Conakry les mêmes ministres que j'avais laissés là, assis dans leur fauteuil, prêts à se partager tout ce qui bouge. Ils ont piétiné mon étude à telle enseigne que j'ai voulu reprendre la route pour les États-Unis pour aller attraper l'une des opportunités que j'avais perdues. Mais quelque part, je me suis dit que je ne pouvais pas fuir mon pays et que je devrais rester là et me battre. Je suis resté. Au bout de 3 ans, j'ai été nommé par un ministre, je dirais, le meilleur ministre des mines que la Guinée ait connu. Un ministre qui s'est attaqué à la réforme, n'est-ce pas, du secteur minier, en commençant par une relecture des conventions minières qu'il jugeait mal équilibrées. Et ce ministre m'a nommé directeur général du projet Alcoa-Alcan, raffinerie d'alumine de Guinée. Un projet qui devait avoir une capacité de production de près de 4 500 000 tonnes, avec, n'est-ce pas, un coût de réalisation au-delà de 3 milliards de dollars. Alors, j'ai rencontré toutes les difficultés au monde au niveau de ce projet, parce que des proches à lui ont considéré qu'il avait donné le meilleur projet du secteur des mines à un étranger, parce que j'étais considéré comme étant un étranger.
Il a dit, je ne lui ai pas donné le poste. D'abord, il n'est pas un étranger. Il vient de Timbo et ma grand-mère maternelle, c'est Nene Kadjatou Bari, elle vient de Timbo. Même si moi je suis Souma de la Basse-Guinée. Il dit pour moi la Guinée est une famille. Mais je lui ai confié ce projet parce que parmi tous les cadres que j'ai au département des mines, c'est lui qui semble être capable de tenir tête aux investisseurs de Alcoa et de Alcan qui ont dribblé la Guinée pendant près de 40 ans, qui ont refusé de respecter leurs engagements de 1963 relatifs à la construction d'une raffinerie d'alumine en Guinée. Nous avons réussi à leur mettre la corde au cou. Il nous faut un cadre compétent et intègre, courageux, qui connaît le secteur pour tenir cette corde. C'est pour ça que je l'ai nommé. Quelqu'un allait jusqu'à dire aux partenaires d'intercéder pour qu'ils soient nommés en leur promettant moi et merveille. Quand ils l'ont approché, il leur a dit, j'ai déjà nommé un cadre, mais lorsque vous le verrez, vous comprendrez que je ne pouvais pas faire mieux. Le débat était clos à ce niveau. Malheureusement, j'ai continué à rencontrer les difficultés. Ils ont poussé les Américains à comprendre que j'étais un nationaliste, prêt à mettre le pied sur les intérêts américains et canadiens et à défendre de façon exclusive les intérêts de la Guinée. Ceux-ci sont allés jusqu'à créer un bureau Alcoa à Conakry, auquel ils envoyaient les fonds en bypassant naturellement la structure que je représentais, qui était mise en place par décret présidentiel. Malheureusement, les ministres qui se sont succédés là n'étaient pas différents des autres ministres, à l'exception de celui qui m'a nommé à ce poste, et ils n'ont pu malheureusement pas imposer à ces investisseurs de respecter la règle en vigueur en matière de gestion des projets miniers en République de Guinée. Bref, je suis resté là jusqu'en 2008, date à laquelle, lors de l'une de mes missions à New York, il a été diagnostiqué un glaucome angle ouvert très avancé, une maladie des yeux, qu'on m'a demandé de chercher à soigner dans les meilleurs délais. L'opération était l'unique solution, et quand j'ai cherché un médecin qui pouvait me recevoir dans un délai raisonnable, c'est docteur ou professeur Willerman François de la Belgique qui m'a dit qu'il pouvait me recevoir dans l'espace de 2 semaines, et comme ça j'ai demandé une permission d'1 mois pour venir me faire opérer. C'était en 2008. Avant mon départ, il y a eu des commerçants qui s'étaient réunis pour demander à ce que le Fouta Djallon présente un candidat en disant qu'ils allaient le financer intégralement. J'ai été choisi sur une base sélective pour rejoindre Selou et Baousma. Je leur ai dit d'abord que l'approche n'était pas convenable pour moi, parce que si je suis peu du côté paternel descendant de l'Allemagne du Sorimago, je suis mandingue du côté de ma grand-mère maternelle qui descend des Keïta du Mandingue. Et Dialunga quelque part parce que son père, qui est Keïta, a une épouse qui est Dialunga. Donc quelque part, j'ai dans mon sang, ou alors dans mon corps, un sang mixte qui fait de moi un Guinéen tout court, prêt à me présenter comme plutôt le candidat de la République de Guinée que le candidat d'une ethnie. Mais je leur ai dit qu'il fallait attendre mon retour pour que j'essaye de recentrer le débat et de partir à partir de là. Malheureusement, pendant que j'étais là, j'ai rencontré toutes les difficultés du monde.